Nous sommes le mardi 11 mars 1980. Ce jour-là, un chauffeur routier traverse tranquillement la nationale 20, qui part du sud de Paris et traverse le département de l'Essonne. Un peu avant midi, il cherche un endroit isolé pour s'arrêter parce qu'il a une envie pressante. Il tombe alors sur ce qu'il semble être l'endroit parfait, un vieux château d'eau désaffecté. Il gare son camion et fonce vers le château d'eau afin de trouver le spot le plus discret possible. Mais pendant qu'il soulage enfin sa vessie, il lève la tête et découvre au-dessus de lui le corps d'une femme blonde, entièrement nue, qui se balance au bout d'une corde. Terrorisé, il se précipite vers son camion pour appeler la police. C'est la police de Versailles qui arrive sur les lieux et elle est dirigée par le commissaire Gilles Leclerc. Il constate que la victime est très jeune, elle doit avoir autour de 16-17 ans et elle n'a aucun vêtement ni sur elle ni à proximité. Il n'y a aucun objet ou papier d'identité qui est retrouvé dans les environs. Par contre, ce qui est retrouvé sur le corps de la jeune femme, c'est des traces de sperme, mais il n'y a aucune trace sur son corps qui prouve qu'elle s'est vraiment fait violer. À l'époque, en plus, on pouvait pas utiliser l'ADN pour rechercher les suspects, donc en fait, ils ont rien prélevé du tout, quoi. Et ils constatent aussi, par contre, qu'il y a zéro empreinte digitale ou de main, ou voilà, donc ils se disent que la personne qui a fait ça a sûrement fait ça avec des gants, comme si c'était quelqu'un qui était un peu expérimenté, quoi, qui savait ce qu'il faisait. Ce qui attire l'attention des policiers, c'est le nœud avec lequel le corps a été pendu, qui est un nœud hyper sophistiqué. La victime a également des marques de piqûres sur les bras qui s'apparentent à celles qu'ont les toxicomanes qui prennent de l'héroïne. Les policiers retrouvent aussi des traces de pneus autour du château d'eau qu'ils analyseront plus tard, on en reparlera plus tard. Et voilà, donc la piste du suicide est très vite écartée parce qu'en fait, les enquêteurs découvrent que la victime, elle a d'abord été étouffée avant d'être pendue. Voilà, ça pose un peu l'ambiance. Après 15 jours de recherche sans pouvoir l'identifier, la police décide de diffuser une photo de son visage dans l'émission Les Dossiers de l'écran, dont une partie est dédiée aux appels à témoins pour les personnes disparues. Mais ça ne donne rien. Et ce n'est qu'au bout de 3 mois d'enquête qu'elle sera identifiée grâce à un dentiste à La Rochelle qui possédait une de ses empreintes dentaires. Ok. Il s'agit de Michèle Couturat. Michèle Couturat, c'est une jeune femme de 17 ans qui a fugué de chez ses parents depuis plusieurs années pour essayer de vivre seule à la capitale. Au départ, elle voulait être artiste peintre, mais malheureusement, ses rêves se sont brisés rapidement quand elle s'est rendue compte que c'était la galère et qu'elle n'avait pas assez d'argent pour se loger. Du coup, elle va commencer à vivre dans des squats et elle va tomber dans l'héroïne et la prostitution. Au début, les enquêteurs se demandent si elle n'aurait pas été tout simplement au milieu d'un règlement de compte de drug dealer ou de proxénète qui aurait mal tourné. Mais pour le commissaire Gilles Leclerc, c'est impossible qu'un proxénète ou même un dealer de drogue, que ces gens-là aient pris autant de précautions et aient mis en scène une scène de crime aussi macabre, en fait. Rien que le nœud, etc., qu'il y ait eu des précautions, des gants, tout ça. Voilà, il se dit non, c'est pas possible. C'est forcément autre chose. Et les enquêteurs vont découvrir plus tard que Michèle Couturat, donc, elle faisait souvent des allers-retours à La Rochelle et que pour s'y rendre, elle faisait du stop depuis la porte d'Orléans à Paris. D'après un de ses amis, donc d'un ami de la victime, 3 jours avant sa mort, elle aurait décidé de s'y rendre, mais elle n'est jamais arrivée à destination. La police de Versailles se tourne alors vers la piste d'un automobiliste prédateur. L'enquête piétine et n'intéresse pas vraiment la presse parce que voilà, il y a le côté prostituée qui prend de l'héroïne, qui a fait du stop. Okay. Voilà. Donc voilà, et ça, on parle un peu de ça dans la presse, mais voilà, c'est pas non plus, ça n'avait pas trop les gros titres. Okay. Mais le 25 décembre 1980, 9 mois après la découverte du corps de Michèle Couturat,
une nouvelle femme est découverte en bordure de la nationale 20. Cette fois, elle est enroulée dans une bâche en plastique sur le bas-côté d'un chemin de promenade. C'est un adolescent qui promenait son chien qui va malheureusement tomber dessus et signaler à la police. Ouais, le pauvre. Elle aussi a été étouffée, puis étranglée avec une corde. Elle aussi est entièrement nue et recouverte de traces de sperme, sans marque de viol apparent. Un portrait robot est diffusé dans le journal du dimanche afin de pouvoir l'identifier parce que pareil, il y a rien en fait autour d'elle qui permette de l'identifier tout de suite. Et c'est le patron d'un bar d'Issy-les-Moulineaux. Donc c'est un petit voilà, c'est pas loin de Paris, c'est pas loin de tout ce que cette région-là, qui va identifier la jeune femme et il s'agit de Sylvie Le Helloco, une jeune Bretonne de 21 ans, montée à Paris 2 ans auparavant. Et c'était une jeune femme sûre d'elle, souriante, joviale, hyper appréciée. Donc un peu, pas vraiment le même type de personne qu'on pourrait imaginer qu'était Michel Couturat, puisque c'était quelqu'un qui avait fugué, qui était dans la drogue, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, physiquement, c'est le même type de femme. Okay. Limite, dans les journaux, ils disaient même on aurait pu croire à 2 sœurs. Avant le drame, Sylvie enchaîne les petits boulots. Elle est parfois serveuse, elle est parfois femme de ménage dans des hôtels et elle se fait héberger par des amis à Paris. Et quelques jours avant sa mort, elle habitait chez un de ses amis bretons à Issy-les-Moulineaux, chez qui elle faisait aussi parfois un peu de ménage. Donc le commissaire Gilles Leclerc, il se dit qu'ils tiennent peut-être une première piste. Ils vont interroger l'homme qui raconte que Sylvie voulait rentrer dans sa famille à Saint-Brieuc pour les fêtes de Noël et qu'elle lui aurait demandé de la déposer à la porte d'Orléans pour qu'elle puisse facilement se faire prendre en stop. Ce qu'il a fait et ensuite il serait rentré chez lui. Après vérification, son alibi tient la route et les enquêteurs sont de nouveau dans le flou. Ils ont maintenant 2 victimes au physique très similaire, toutes les 2 parties en stop du même endroit et toutes les 2 retrouvées au bord de la nationale 20. Tout à coup, la presse est beaucoup plus intéressée par l'affaire et le tueur recherché commence à avoir des noms, comme le tueur de blonde, comme l'étrangleur de la RN20. Et puis, on commence à parler d'un potentiel serial killer, mais à l'époque, pour la police, c'est un peu un concept abstrait. Le serial killer, ils ont un peu l'impression que ça existe qu'aux États-Unis. Okay, donc en fait, ouais, voilà, ils sont vraiment, ils savent pas du tout ce qui se passe, quoi. Ok. Et comme la presse, elle en fait des caisses sur ces 2 affaires, les habitants de la région, ils commencent à paniquer. Et dans les journaux, ils disent que c'est peut-être plusieurs personnes qui auraient fait le coup. Il y a peut-être plusieurs tueurs qui habiteraient sans doute dans la région. Et en gros, ils sous-entendent que Sylvie ne sera certainement pas la dernière victime. Du coup, ils font flipper les gens dans les journaux. Mais pourquoi ils disent qu'il y a plusieurs tueurs? Ils sont bizarres. Pourquoi il y en aurait plusieurs? Déjà, il y en a un. Bah parce que comme il y a eu 2 meurtres, ils se disent qu'il y a peut-être, en fait, que même c'est peut-être un groupe en fait qui a fait les meurtres. Okay. Parce qu'il y a un moment où ils disent aussi que la police, enfin, tu vois, pour accrocher le corps de Michel Couturat et le pendre, ils se disaient aussi que peut-être il fallait être plusieurs pour faire ça. Ok. Et puis dans les journaux, ça va loin aussi. Ils disent que c'était peut-être aussi la pleine lune qui influencerait les tueurs, parce que à chaque fois c'était un soir de pleine lune. Voilà, donc la ville la plus proche des 2 lieux où il y a eu où ils ont retrouvé les corps, c'est la ville d'Étampes. Et tous les gens qui habitent dans cette ville, ils s'affolent. Voilà, et il y a même un agriculteur qui a 2 filles qui sont blondes et qui ont à peu près le même âge que les victimes, qui dit aux infos qu'il a interdit à ses filles de sortir jusqu'à ce qu'on retrouve le tueur ou les tueurs. Donc le commissaire Gilles Leclerc, il prend vraiment cette affaire à cœur, il est à fond et il décide de mobiliser des centaines d'enquêteurs pour sillonner tout le voisinage. Il organise des réunions hebdomadaires pour rassembler tous les éléments. Il donne tout, mais l'enquête, elle piétine encore et encore. Et 2 ans après le début de l'enquête, il y a toujours pas de suspect et quasiment aucune piste. Le 14 juillet 1982, un nouveau corps est retrouvé près de la nationale 20, proche du château d'eau dans lequel Michel Couturat avait été retrouvé pendu. Et là encore, la victime
est une jeune femme blonde, morte d'étranglement, retrouvée entièrement nue, sans aucun papier à proximité, avec du sperme sur le corps, sans aucune trace de viol. Exactement la même chose, sauf qu'elle est dans un état de décomposition très avancé et donc ça rend son identification encore plus compliquée. Pour le commissaire Gilles Leclerc, ça commence à faire beaucoup. Les journaux, ils titrent en une, parce qu'en fait, ils font une sorte de portrait robot, quand même, voilà, pour la mettre dans les journaux. Et les journaux, ils titrent « Qui est la mystérieuse morte de la RN20 ?» Donc, voilà, ça c'est le gros titre. Accompagné d'un portrait robot et de la petite phrase « Regardez bien ce visage, si vous le connaissez, vous pouvez peut-être sauver d'autres vies. » Donc voilà, c'était hyper alarmiste. En même temps, il y avait de quoi, parce que ça faisait vraiment beaucoup. Là, ça fait 3 personnes qui sont mortes quasiment au même endroit, le même genre de personnes, en 2 ans finalement. Donc voilà, donc là, ils ont toujours pas identifié qui était cette femme. Et 6 jours après qu'on ait retrouvé son corps, on va retrouver un autre corps au niveau du château d'eau. Encore 6 jours après. Il s'agit d'une femme qui a été étranglée, mais c'est la seule chose qui correspond avec les précédentes victimes. La femme, elle a encore tous ses vêtements, elle est brune, elle est asiatique, et elle présente des marques de coups sur le visage et sur le corps. On retrouve même dans ses mains, qui sont encore les poignets serrés, il y a comme des cheveux, comme si elle avait lutté en fait contre son agresseur. Et les policiers, ils la retrouvent vraiment face contre terre, à côté du château d'eau. Le corps a pas été caché. Donc les enquêteurs, ils sont sceptiques. Pourquoi est-ce que le ou les tueurs, ils auraient soudain changé leurs habitudes? Voilà, donc ils se disent que peut-être ils se seraient fait déranger en pleine action. Voilà, sans avoir eu le temps de terminer ce qu'ils voulaient faire, mais ils savent pas. Ce qui est bien, c'est que il y a la salariée d'une station-service à côté, qui travaille à côté dans une station-service pas loin du château d'eau, qui va passer devant ce soir-là et qui va voir une voiture garée. Et comme c'est un peu dans tous les gros titres de la presse, on parle de ça, elle s'est dit ok, je vais relever la plaque. Donc elle relève la plaque, bon réflexe, le contexte. Et après vérification, les policiers y retrouvent la fameuse voiture. Et en fait, elle appartient au mari de la femme assassinée, qui est un ingénieur vietnamien qui avait signalé la disparition de sa femme le soir même. Et voilà, au début, quand il se fait interroger, il dit qu'il l'avait laissé boulevard de l'hôpital à Paris, et 1 heure avant sa disparition, parce qu'elle avait un rendez-vous, voilà. Ah, ok. J'étais partie sur une autre théorie. J'étais en mode... C'était quoi ta théorie? je me suis dit, non, me dis pas qu'il y a des gens qui ont tué leur femme qui se sont dit qu'ils allaient la déposer là pour faire croire que c'était le tueur. Tu vois ce que je veux dire? Justement. Alors, finalement, sous la pression, il finira par avouer que c'est lui qui a tué sa femme. Ok. Parce qu'en fait, il entretenait une relation avec sa maîtresse et il voulait partir avec elle et il savait pas comment se débarrasser de sa femme. Et il va pas dire aux enquêteurs qu'il a fait ça et il l'a laissé à cet endroit-là exprès pour qu'on pense du coup que c'est lié aux autres crimes. Mais clairement, ça y ressemble. Il savait pas comment se débarrasser de sa femme. Mais moi, j'ai quelques idées. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Qui n'implique pas une mort. C'est ça. Mais voilà. Donc en gros, le mec, il s'est inspiré de ces meurtres pour tuer sa femme au même endroit en l'étranglant, etc. Mais bon, il a pas super bien fait le truc. J'imagine que sa nouvelle meuf, du coup, elle doit être en mode ok, mais en fait non. Je sais pas. Alors ça, je sais pas, mais ça m'étonnerait qu'elle soit en mode trop bien. Bah déjà, de toute façon, le mec a été en prison. Ah oui, donc en fait, son plan a foiré, tu vois. Parce qu'il a, ok, c'est pas lui le meurtrier, le meurtrier. C'est pas lui le tueur, voilà, de l'Essonne, mais bon, il a tué sa femme quand même. Quoi, ça sert à quelque chose de réfléchir des fois. Mais bon. Un petit avant peu. de faire, bref. Anyway. Donc voilà, donc du coup les enquêteurs, ils se disent ok, là on a quelqu'un qui l'a pas avoué mais qui a copié qui a copié la façon de faire, et donc ils se disent est-ce que tous les meurtres sont faits par la même personne, ou est-ce qu'en fait il y a déjà eu un autre phénomène de copycat, du coup, où en fait c'est juste des personnes différentes qui ont copié
pour, je sais pas, assouvir des besoins de meurtre ou je sais pas. Donc là, ils se posent vraiment la question, quoi, parce que comme on en parle partout dans la presse, ça peut, ils se disent, mais c'est sûr que ça va inspirer des Bah, fous. faudrait mettre des caméras aux endroits enfin, je sais pas. Oui. Ah bah oui, non mais oui, non mais c'est Parce clair. que s'ils reviennent, C'est- bon, peut-être à celui-là, ils vont peut-être pas y revenir une troisième fois, mais bon, ils sont tellement pas fins qu'ils Mm. peuvent. Hein. Donc, En tout cas, il faut sillonner les environs, faut surveiller tout ce coin-là. Après, c'est grand. Hein. oui, c'est vrai, Là, on parle vraiment oui, c'est vrai que c'est des grand. grandes distances. Mais tu te mets de loin Donc, avec un sniper, enfin, un sniper, une loupe. Enfin, quand je dis sniper, c'est moi, je veux juste utiliser la loupe. Tu te mets hyper loin dans le champ et bah, tu surveilles, je sais pas, pendant 2 semaines. Après, est-ce qu'ils ont envie mais de c'est faire clair. ça? Je sais pas. Ouais. Mais bon. Après, t'as vu, là, c'est quand même le troisième meurtre, c'était 2 ans après. Bon, là, après, c'était 6 jours après, mais ouais. Du coup, enfin, tu vas voir que le temps est un peu long dans cette histoire. Ok. En août 1982, donc un mois après, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé l'identité de la dernière femme blonde assassinée. Mais finalement, une bague retrouvée non loin de la victime. Alors, dans mes recherches, je ne sais pas à quel moment ils ont retrouvé cette bague, mais ils ont dû la retrouver et oublier qu'ils l'avaient, puisque c'est seulement un mois après qu'ils ont réussi à identifier la victime avec cette bague. Bref, je sais même pas comment c'est possible. J'ai fait plein de recherches et je sais pas vraiment comment tu découvres qui est quelqu'un juste avec une bague. Bah, peut-être que Bref. c'est des bagues de fiançailles, il y avait le prénom à l'intérieur. Ou une bague avec le prénom, Ah, parce que je sais que peut-être. j'ai une bague avec mon prénom dedans. Ah ouais? Bah, peut-être. Oui, bah, peut-être. Et du coup, ils ont lié ça avec les gens qui étaient portés disparus. Ouais, peut-être. C'est possible. C'est grave possible. Voilà. Bon, en tout cas, c'est grâce à cette bague qu'ils vont identifier la victime, qui s'appelait Christine Duvauchel. Elle avait 25 ans et elle travaillait en tant que concierge dans la rue Pascal à Paris. Elle était maman d'un petit garçon et elle partageait sa vie avec un homme qui avait bien signalé sa disparition. Il explique que tout s'est passé, donc c'est le gars avec qui elle vivait, quand il se fait interroger, il explique que tout s'est passé un soir pendant un match de foot. Elle était fatiguée d'entendre les supporters hurler parce qu'en fait, du coup, comme les concierges, ils habitaient dans la petite loge de concierge et apparemment, c'était hyper bruyant. Et à cause c'était un soir où il y avait un match hyper important et elle en avait marre. Donc, elle a décidé de partir pour prendre l'air et elle est allée boire un café en terrasse pas loin de chez elle, tranquillou. Et puis, elle est jamais revenue. Et donc, les enquêteurs, ils découvrent en creusant un peu sur ce mec qu'en fait, il est alcoolique et violent. Et quand la police interroge le petit garçon, il a l'air hyper perturbé et apeuré. Et quand il parle, à chaque fois, il met sa main comme ça sur son cou. Donc ça aussi, ça attise un peu la curiosité de la police. Ils se disent OK. Donc pendant la fouille du domicile de l'homme, les enquêteurs y découvrent des coupures de presse regroupant tous les crimes en relation avec la nationale 20, ce qui le rend encore plus suspect. Et malheureusement, l'homme y raconte comme alibi que sa voiture, elle était en réparation au moment du meurtre de Christine et que du coup, il aurait jamais pu se rendre si loin Mais non. sans voiture, quoi. Voilà. Sauf qu'après vérification de tous les garages de la région par la police, les policiers ne retrouvent jamais aucune trace de cette voiture qui était en réparation quelque part. Waouh. Voilà. Quel alibi. L'homme, il est placé en garde à vue. Ok. Voilà. Et il va quand même finalement admettre que ce soir-là, en fait, elle s'est barrée de chez elle parce qu'ils se sont disputés et qu'elle est partie en claquant la porte. Et voilà, c'était vraiment apparemment une dispute violente. Mais il jure qu'il a rien à voir avec son meurtre. Comme par hasard. Enfin, c'était pas un soir de pizza, tu vois. C'était pas pizza night. C'était pas, je sais pas, soir de Koh-Lanta. Fallait que ce soit le soir où ils se sont engueulés, que elle disparaît, alors même que le dernier C'est corps qui a ça. été retrouvé, c'était encore un mari ou un mec là qui avait tué ça. Bref, ok. Voilà, Ouais, c'est j'y ça. crois moyen, mais bon. Bon, en tout cas, malheureusement, comme tu t'en doutes, faute de preuves, bah, le mec, il est relâché. Parce qu'en fait, il n'y a pas de preuves assez obvious pour qu'il le garde. Bah, après, c'était les années 80, hein, mais bon. Ouais. Est-ce qu'ils ont vraiment cherché?
Donc le 7 août 1983, un an après le meurtre de Christine Duvauchel et 3 ans après celui de Michel Couturat et de Sylvie Lehelauco, un nouveau corps est découvert sur la Nationale 20. Cette fois, c'est à l'entrée d'un champ que le corps est retrouvé par un agriculteur. C'est encore une femme nue aux cheveux clairs. Elle est pas blonde, mais elle a les cheveux châtain clair. Il ne lui reste qu'un collier en argent autour du cou. Et donc voilà, comme pour les autres, du sperme, machin, c'est toujours la même chose. Et d'après le médecin légiste, par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'elle a été torturée avec un tournevis qui ressemble à un outil de cordonnier. Puis, elle a été étranglée et elle a été défigurée à coups de pierre comme si le tueur avait voulu complètement effacer son visage. C'est de tous les meurtres, je trouve que c'est celui-là le pire. 3 mouchoirs contenant du sperme sont retrouvés près de son corps ce soir-là et ils seront conservés. Mais on peut pas identifier Détail quelqu'un avec important ça? pour la suite. Il faisait... Ouais, Pas à non, l'époque. À cette époque-là, non, pas encore. Ok. Non, pas encore, mais ça va venir. Mais tu vas voir, tu vas péter un câble. Donc, détail important pour la suite, ils sont conservés. Pour le moment, les enquêteurs sont focalisés sur un autre indice, que les mouchoirs, c'est les traces d'un véhicule inconnu retrouvé à proximité du champ. Il semblerait que ce soit une voiture de petit gabarit, retrouvée dans un endroit où il faut vraiment connaître pour aller s'y embourber. C'est l'agriculteur, en fait, qui leur dit ça. Il dit vraiment, là, pour que quelqu'un soit venu ici, faut vraiment que ce soit quelqu'un du coin qui connaisse ou alors qui est venu plusieurs fois faire du repérage. C'est pas genre, tu peux pas y aller au pif, quoi. Ok. Donc cet indice, il appuie le fait que le tueur, c'est peut-être quelqu'un qui est habitué de la région ou un habitant de la région. Ce qui serait probable. Voilà, donc au bout de 24 heures d'enquête, cette fois-ci c'est rapide, la victime est identifiée. Elle s'appelle Pascale Lecam et c'est une jeune bretonne, encore une bretonne, de 21 ans. C'est sa sœur qui avait alerté sa disparition la veille à Paris. Elle explique que Pascale était étudiante en gestion à Rennes. Elle devait se fiancer dans les prochains mois et comme elle avait besoin d'argent, elle avait demandé à sa sœur de lui trouver un petit job d'été à Paris pour qu'elle puisse dormir chez elle. Pascale aimait bien sortir, c'était une femme hyper joviale qui voulait faire la fête et profiter de Paris l'été. Donc à son âge, c'est normal, hein, on aurait tous fait pareil. Le soir de sa mort, elle dit à sa sœur qu'elle a rendez-vous avec un homme dans un bar qu'elle avait rencontré la veille, parce qu'elle était déjà sortie la veille, et dans le même bar. Apparemment, elle a rencontré ce gars dans un bar, voilà, ils se sont redonné rendez-vous, même heure, même bar, parce que ça a dû bien matcher, quoi. Sa sœur la met en garde et lui conseille de se méfier et de faire attention à son verre, surtout. Malheureusement, Pascale ne rentrera jamais à la maison ce soir-là. Le patron du bar dans lequel Pascale avait rendez-vous ce soir-là indique aux enquêteurs qu'elle est arrivée au bar toute seule et qu'elle a attendu un homme qui, quand il est arrivé, lui a proposé tout de suite de partir avec lui. Il n'a même pas enlevé son manteau ni rien. Elle l'attendait et dès qu'en fait, le patron du bar, il raconte que dès que le mec est arrivé, elle a pris sa veste, hop, et ils sont partis ensemble. D'après le patron, l'homme est brun et mesure environ 1m80 et il porte des moustaches. Des moustaches? Mais il en a des moustaches. On dit des moustaches, non? Je sais pas, moi, je dis une moustache. On dit pas une moustache? Il porte une moustache? Ouais, il a une moustache. Il a des moustaches? Je sais pas. Il a une moustache? Bah, parce que tu sais, il y en a Ok. Là, ok, d'accord. Je sais rien. Il a des moustaches. Dites-nous dans les commentaires si vous dites une moustache ou des moustaches. C'est comme un ciseau, des ciseaux. Bref. Donc le patron du bar, il l'avait jamais vu avant, cet homme. Voilà. C'est ce qu'il dit, hein. Parce que bon, elle dit qu'elle l'a rencontré dans le même bar la veille. Ok. Ouais. Donc lui dit, bah, tu vois, donc bon. Si ça se trouve, il s'est déguisé. Tu vois, alors les moustaches étaient des fausses, enfin j'en sais rien, je sais pas. Donc pendant des semaines, la police reste devant le pub à scruter tous les hommes susceptibles de correspondre à la faible description du patron. Et malheureusement, il y aura aucun suspect qui sera identifié. En 1984, donc un an après, la police ne sait plus s'ils ont affaire à plusieurs tueurs, s'ils sont organisés ou si c'est une affaire de copycat. Personne ne sait, ils sont complètement dans le flou. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau personnage fait son entrée dans l'enquête. Un soir de mars 1984, dans la même région, près d'Évry,
un homme armé d'un pistolet et d'une fausse fiole de vitriol violente une femme de 17 ans et tente de l'agresser sexuellement. Elle parvient à s'enfuir et prévient les gendarmes qui retrouvent l'homme et l'arrêtent. Cet homme s'appelle Michel Fourniret. Quand les gendarmes l'interrogent à propos du meurtre de Michel Couturat, il leur dit qu'il serait bien incapable de telle monstruosité. Parce qu'à l'époque, il avait encore tué personne. Mais il était en train de attaquer. Ah oui. Ah bah d'ailleurs, en fait, il dit tout de suite, non mais moi je suis incapable de tuer qui que ce soit. Mais par contre, en fait, dans la foulée, pendant son interrogatoire, il avoue être responsable de 14 autres agressions sexuelles commises entre 1977 et 1984 dans l'Essonne, les Yvelines et l'Eure-et-Loire. Okay. Voilà. Il sera donc condamné pour ces agressions à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis, et au final, il n'en fera que 3. Donc il va être séquestré à Fleury-Mérogis. Et c'est dans cette période qu'il va commencer sa relation épistolaire avec la fameuse Monique Olivier. Voilà. Donc si vous savez pas de qui est Michel Fourniret, qui est Monique Olivier... Il y a un documentaire sur Netflix. Qui est horrible. Mais vraiment, il m'a traumatisée. Mais qui est hyper intéressant, qui raconte vraiment toute l'histoire et on comprend tout du coup de tout ce de ces 2 personnes horribles. Voilà, donc on peut supposer en fait qu'il avait effectivement jamais tué à ce moment-là, puisqu'en fait c'est à partir du moment où il rencontre Monique Olivier qui se dit devenir capable de tuer. Voilà, donc le truc de fou, et ça va te rendre folle, je pense, moi ça m'a rendu ouf quand j'ai fait mes recherches. Je suis prête. En fait, c'est les gendarmes qui ont arrêté Michel Fourniret à l'époque et ils savaient pas qui c'était vraiment. Il n'était pas connu encore. Ils savaient pas à qui ils avaient affaire. Et les gendarmes, en fait, ils ont jamais transmis le dossier de Michel Fourniret à la police de Versailles. Donc, ils ont jamais pu faire le lien. Mais ils ont pas un dossier... Ils ont pas un dossier national ? Les ordinateurs, ça existait ? Bah, apparemment, non. Bah ouais, mais à l'époque, apparemment, là, ça pourrait plus exister aujourd'hui, mais à l'époque, ils disaient que les gendarmes, parfois, c'était un peu la guéguerre des polices et qu'ils aimaient bien garder... là, ils avaient un gros poisson d'agression sexuelle et qu'ils voulaient garder... ils ont gardé cette affaire, ils se sont mis à fond dedans et eux-mêmes, ils se sont dit, OK, bon, bah, c'est pas lui qui a tué Michel Couturat, donc on va même pas faire passer le dossier, quoi. OK. Waouh. Voilà. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que plusieurs indices collaient pour relier Michel Fourniret au meurtre. Comme par exemple la façon de faire les nœuds. Parce qu'apparemment, Michel Fourniret, il était connu pour faire des nœuds sophistiqués aussi, comme ça. L'outil de cordonnier, qui est un... Parce qu'en fait, il a été cordonnier, Michel Fourniret. Ça y est, c'est Et, non mais c'est ouf. Et le secteur dans lequel il opérait, parce qu'en fait, il opérait en plus, il habitait, je sais plus dans quelle ville, mais il habitait pas loin à ce moment-là. Et il aurait même avoué, pendant son interrogatoire, il aurait avoué prendre souvent des jeunes femmes en stop à la porte d'Orléans. Mais ça y est. Amine, bon. Non, mais c'est bon, ça y est, c'est que tu me dis, on retrouve tu sais, le truc pour couper la pizza, là, une roulette à pizza, et tu me dis, le mec qu'ils ont arrêté, il a une pizzeria, ça y est, c'est bon, ça y est. Oui. Bah c'est clair. Non mais ce qui est horrible, c'est que tout ça, en fait, ils ont fait le rapprochement que des années plus tard, tu vois, parce que les dossiers, ils ont pas été partagés et en plus Michel Fourniret, il a été en prison, du coup, il a fait 3 ans de prison à ce moment-là. Et pendant qu'il était en prison, il y a plus de meurtre. Voilou. Voilà. Donc voilà, bon les policiers du coup, les policiers de Versailles, ils ont jamais fait le lien et en plus les gendarmes à l'époque, ils savent pas en fait à qui ils ont affaire. Ils connaissent pas encore le monstre qu'ils ont en face d'eux, quoi. Et donc en 1988, très belle année, l'enquête est classée sans suite. Donc voilà, donc Gilles Leclerc, il a jamais accepté la non-résolution de ce dossier et ça va rester son obsession tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, il en parle dans un livre qu'il a sorti, qui s'appelle L'œil du crime, qui est paru en 2024. Voilà, donc si vous voulez aller le lire. Mais alors attention, il y a un rebondissement. Vous allez voir. J'aime les rebondissements. Les avancées scientifiques permettent de pouvoir analyser l'ADN
Et le dossier est enfin réouvert en 2009. Donc t'imagines combien de temps après. Le problème, c'est que tous les scellés ont été détruits. Parce qu'en fait, avant, dans ces années-là, ils détruisaient les scellés au bout de 6 mois. Comment ça? Encore, ils auraient une statistique qui dit qu'ils arrivent à résoudre les affaires et retrouver les tueurs au bout de 6 mois, ou même moins que ça, ok. Et vas-y, tu les gardes un mois de plus parce que bon, allez, voilà. Mais 6 mois? Bah Mais ouais. comment ça? C'est pas possible. Bah, je comprends pas, ça devait être faute de place. Bah, je sais pas, en fait, tous les scellés ont été détruits, sauf, heureusement, il restait, en fait, ils ont retrouvé un des mouchoirs, donc il y a un scellé qui a pas été détruit, parce qu'en fait, il était resté collé entre deux pages qui étaient collées l'une sur l'autre. Et voilà. Donc, finalement, ils ont quand même quelque chose. Ils ont quand même un mouchoir qui avait été retrouvé à côté du corps de Pascal Lecam. Après analyse, il y a un nom qui sort. Ça commence par M? Non, malheureusement, que ça commence pas par M. C'est truqué. Voilà, c'est truqué. C'est pas, voilà, malheureusement, c'est pas Michel Fourniret. C'est un homme qui s'appelle Philippe L. Il est âgé de 46 ans et il est déjà connu des services de police pour des délits mineurs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il le retrouve, en fait, parce qu'en fait, il y avait déjà ses empreintes dans la base de données. Et donc, Philippe L. sera rapidement interpellé et interrogé. Et pour la sœur de Pascal, l'espoir de retrouver le tueur de sa sœur renaît enfin, parce que elle, la pauvre, depuis que sa sœur est morte, elle s'en est toujours pas remise. Elle a fait une grosse dépression, elle vit un cauchemar. Et sachant qu'on est en 2009 et que sa mère, donc leur mère en fait, l'a tellement pas supporté la mort de sa fille qu'elle s'est pendue dans son garage en 2005. Et donc c'est elle qui l'a retrouvée. Donc bref, la vie brisée. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est la justice. Elle veut vraiment qu'on retrouve le tueur de sa sœur, quoi. Donc le Philippe L, il va expliquer qu'en fait l'endroit où les enquêteurs ont retrouvé les mouchoirs, c'est un lieu connu où apparemment il y aurait des couples illégitimes qui se retrouvaient là, donc dans les années 80, qui se retrouvaient là pour faire l'amour, et que lui il s'y rendait souvent, très souvent même, parce qu'en fait c'était un voyeur. D'où les mouchoirs. Non mais okay. Avec du sperme. Voilà. Et donc c'est pour ça il dit c'est son excuse, quoi. Il dit bah voilà, moi j'allais juste mater et voilà, et je laissais mes mouchoirs là. D'accord. Et donc il confirme que aussi qu'il va souvent sur Paris, qu'il sort souvent et qu'il a déjà été dans le bar où a été vu Pascal pour la dernière fois. Donc ça, on se dit, ok, c'est coché. Son véhicule de l'époque, il correspond également aux traces de pneus qui ont été retrouvées sur les lieux du crime. Sauf que, en fait, la voiture, il l'a plus depuis longtemps. Et donc, on peut pas vraiment vérifier. Lui, il dit oui, j'avais une voiture comme ça, mais bon, je l'ai plus. Enfin, voilà, il y a rien de... Voilà. Et le plus gros problème dans cette affaire, c'est qu'en fait, les enquêteurs, ils sont bloqués par la prescription du dossier. Attends, j'avais une voiture comme ça. Ils ont son nom et ils nous font chier avec les cartes grises, les machins, les trucs, et ils sont pas capables de trouver ces plaques d'immatriculation au fil des années, non? Non, ok, d'accord. Bah en tout cas, je pense qu'ils ont essayé, ils ont pas réussi. Ok, bon. Et puis en plus, donc le dossier, ils sont bloqués par la prescription du dossier. Donc tu sais, c'est le délai prévu par la loi, voilà. Et donc en fait, la justice peut plus rien faire. Mais ça les empêche pas quand même d'aller vérifier, d'aller continuer à enquêter, etc. Mais bon, après les recherches, en fait, ils trouvent rien de vraiment concret contre lui. Et donc l'homme est relâché. Et Gilles Leclerc, il explique qu'il comprend toujours pas comment la justice n'a rien fait à ce moment-là pour essayer d'aller plus loin, parce que lui, il était déjà plus sur l'affaire. Il pense que toutes les pistes, elles ont pas été assez creusées. Et pour lui, c'est un immense sentiment d'échec. Il comprend pas. Il dit qu'à l'époque, les affaires, elles étaient trop vite closes. Et qu'en fait, voilà, on y cherchait vite fait. Et puis, ils allaient pas assez loin dans les enquêtes. Donc, l'affaire, elle est de nouveau, classée sans suite. En 2024, il y a eu un dernier rebondissement dans cette affaire. Le lundi 11 mars 2024, Philippe L, en mars. 61 ans. En mars, c'est ouf, hein. Philippe L, 61 ans, du coup maintenant.
il est condamné à 8 ans de prison par la cour d'assises de l'Essonne pour viol et agression sexuelle sur sa nièce de 5 ans. Attends, c'est celui qui laissait des mouchoirs mais qui faisait rien là. Oui, J'en étais le sûre, même gars. il nous a mytho, j'en étais sûre. Voilà. Et donc, le pôle des cold cases de Nanterre étudie pour le moment la possibilité de réouvrir ou pas le dossier en prenant en compte cette condamnation, car en fait, le seul moyen de repousser la prescription du dossier, c'est que la personne soit condamnée par des faits similaires. Le problème, c'est que là, c'est pas vraiment des faits similaires parce qu'il y a eu viol, mais il y a pas meurtre. Alors que dans les autres dossiers, dans les autres affaires, il y a pas viol, mais il y a meurtre. Ok. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, malheureusement, affaire à suivre, c'est là que s'arrête Mais non. l'histoire des meurtres de la RN20. Donc, je pense je sais pas si un jour on aura la réponse, mais moi, pendant toutes les recherches, déjà, je me suis dit, c'est sûr, c'est Michel Fourniret, c'est sûr, c'est lui. Bah. Et après, il y a ce gars. Et donc, du coup, la piste de plusieurs personnes qui ont fait la fin. Tu vois, je sais pas. Franchement, c'est ouf. Elle est ouf, cette histoire, je trouve. Ce qui me dégoûte, c'est qu'en fait, au départ, on se dit, vas-y, ça va être un serial killer et tout. Mais après, tu te rends compte qu'il y a, au final, tous les hommes qui gravitent autour de cette scène-là qui peuvent être impliqués dedans. Genre, mais des gens lambda, mais tu vas me dire, des serial killers, c'est des gens lambda. Mais bref. Ouais, mais après, c'est toujours des gens violents. T'as vu, c'est oui, toujours genre, à chaque fois qu'ils creusent un peu. En fait, c'est de savoir qu'il y a autant de gens violents comme ça et des problèmes avec leurs femmes là, prêts à les tuer. Ouais. Donc au final, il y a plein de gens en fait. Voilà, on en a tout un tas. Non, mais c'est clair, tu te dis même le mec, le couple vietnamien là, qui voulait juste kiffer avec sa maîtresse, du coup décide de tuer sa femme. Ok. Le gars, pareil, qui vit avec le fils de sa meuf et qui en fait le frappe, abuse de lui, pareil, enfin, mec qui viole sa nièce. Enfin, en fait c'est une liste. Et tu te dis mais quel enfer d'être une femme. Et le château d'eau, il y est toujours ou pas? Et le château d'eau, il y est toujours, mais il est désaffecté. Enfin, tu vois, ouais, il y est toujours. En ouais. plus, enfin, je crois. Hein. J'ai déjà roulé plein de fois vers là-bas et tout sans savoir. T'imagines le mec qui s'est arrêté pour pisser à la base et qui a trouvé Michel Couturat, c'est horrible. Mais oui, il me semble qu'il y est toujours. J'ai lu nulle part en tout cas qu'il avait été détruit. Il faudrait regarder sur. Non, mais faudrait le détruire. Maps. Faudrait le détruire de ouf parce que je suis sûre qu'il y a des gens maintenant tout autant tartés qui doivent y aller en mode pèlerinage morbide pour faire des trucs là-bas ou vas-y, bref. Enfin, c'est trop un repère, ça se remarque trop. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est clair. Ouais. Enfin, c'est horrible pour toutes ces femmes et puis leurs familles et tout. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Mais je trouve que, ouais, ce qui est rageant, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un peu je sais pas un laisser-aller, mais qui sont pas allés assez loin, ou qu'à l'époque, ils avaient pas les moyens d'aller assez loin, que si c'était arrivé maintenant, ils auraient tellement pu, Mais c'est ouf, à chaque fois, on dirait que les enquêteurs, les policiers, ils sont débutants à chaque fois. Alors, je suis d'accord que ça leur arrive pas tous les 4 matins, mais ça y est, on est en 1980, 2000, ça y est, vous avez une procédure, non? Enfin, je sais pas, soyez un peu sérieux, c'est ouf, ça, quand même. Je sais pas. Ouais. Bah ouais, non, mais je suis d'accord. Et toutes les personnes que j'ai entendues ou que j'ai pu lire qui parlent de cette affaire, des journalistes, etc., ou même des avocats, des familles, ils disent que, voilà, que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu, qu'ils aient pas assez creusé, qu'il y a forcément eu un problème dans l'enquête. Et c'est un journaliste, d'ailleurs, qui dit, je sais plus dans quel podcast, mais qui dit que les gendarmes n'ont pas donné le dossier à la police de Versailles. Et ça, c'est vraiment, j'ai trouvé cette info que dans un seul podcast. Et je te donnerai mes sources si tu veux. Et le mec, voilà, il explique clairement, et puis il dit, voilà, c'était guerre de police, etc. Mais les policiers de Versailles, ils n'ont jamais entendu parler de Michel Fourniret à ce moment-là. Et c'est qu'après qu'ils ont capté le délire de le nœud, lui aussi faisait des nœuds. Mais parce que c'est après, en fait, qu'il y a eu tout un truc avec Michel Fourniret. C'était bien après. C'était quand il est sorti de prison, tout ça. Donc, c'est ouf, à chaque fois qu'il y a un truc, c'est Michel Fourniret, quoi. Ouais. Mais attends, du coup, il y en avait combien en tout? 4 victimes? 5? 4? 5 avec la dame qui s'est fait tuer par son mari.
Mais sinon 4 qui correspondent à la... Enfin, j'allais dire à la ligne éditoriale. Ouais. Qui correspondent à ce que... Voilà, tu vois. Les blondes, etc. Ok. Voilà, donc c'était les meurtres de la Nationale 20. C'est creepy. Hein. Moi, à chaque fois que je vais prendre la Nationale 20, j'ai pensé à ça. Bah, c'est surtout que, je sais pas, c'est traumatisant les gens qui... Maintenant, genre, si je prends la Nationale 20 et que je vois ce château d'eau, je vais... Wesh, faut l'enlever. Bah, surtout, ne faites pas de stop nulle part. Oui, Enfin, aussi. si vous êtes une femme, je vous en supplie, faites pas de stop. J'ai l'impression que je t'ai sapé le moral avec mon histoire. Non, j'avoue, elle est banante. C'est... Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci de nous l'avoir raconté parce que moi, je la connaissais pas et maintenant, on va prendre... Maintenant, t'es déprimée. Non, mais maintenant, vas-y, je sais pas... ça me dégoûte. Ouais, non, mais c'est ouf. Non, mais en vrai, ça... Écoutez, on va dire que cette vidéo et cette histoire, c'est vraiment de la prévention pour toutes les femmes. Méfiez-vous de tous les hommes, ok? Déjà, premièrement, ne faites pas de stop et faites attention. Ne suivez pas n'importe qui. Vraiment, on se dit, mais les gens sont fous, quoi. Et puis, si vous êtes victime de violences conjugales, voilà, barrez-vous. Waouh. Ok, bon, bah écoutez, les policiers, pas bravo. Enfin, vous avez fait ce que vous avez pu, I guess. Je sais pas comment c'était à l'époque. Tu vois, s'il y avait eu directement les avancées scientifiques, ils auraient trouvé direct le gars avec son sperme. Ouais, mais encore faut-il que le gars, il soit récidiviste, du coup. Parce que... Oui, bah oui, c'est vrai. Mais bon, Pour après, oui. parce que pour qu'il On soit va dans le... te retrouver, mais bon... Anyway, ok, bah écoute, merci de nous avoir raconté cette histoire. Dites-nous si vous la connaissiez, si vous prenez la Nationale 20. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'était Oui. Michel Fourniret, parce qu'en fait, elle ouvre plein de questions, cette histoire, parce qu'on n'a jamais su qui c'était. Voilà, si ça se trouve, le tueur est toujours en liberté quelque part. Ça se trouve, il nous regarde. Si tu nous regardes, Va te faire foutre. c'est clair. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Des fois, je switch, je suis obligée de dire épisode au lieu d'histoire quand l'histoire, elle est... Merci à toi, Tatiana, d'être venue pour ce feat. C'était vraiment trop cool. De nouvelles affaires avec Tatiana, j'adore. Tu reviens quand tu veux. Ça m'a fait plaisir. Ouais, même si c'était un peu... voilà. Yes. Des histoires vraiment... Vraiment badantes. La prochaine fois, on se retrouve pour du paranormal. Tatiana, qui a un podcast qui parle de paranormal. Tatiana, tu peux nous en dire plus? Oui, mon podcast s'appelle La Société de Minuit et c'est un podcast dans lequel les gens viennent me raconter leurs histoires paranormales. Voilà. Trop bien. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez sur venez YouTube. Écouter. Ouais, je suis partout. Vraiment, everywhere. Voilà. T'es prête? Allez, je suis prête. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy.